Ce matin-là, au début du mois de juin 2018, le soleil perçait à peine la brume fine qui flottait au-dessus des parcs à huîtres du bassin d'Arcachon. Une brise marine charriait l'odeur iodée de l'océan, mêlée à l'arôme puissant de la vase à marée basse. La petite route qui menait à la gendarmerie de Gujan-Mestras était encore déserte. Seul le cliquetis de la chaîne du vélo d'une primeur ambulante rompait le silence. Au loin, deux silhouettes avançaient d'un pas rapide. Sylvain Dubois, un homme de plus de 60 ans, au corps encore robuste mais au visage creusé de rides profondes, et à ses côtés, une jeune femme, Élodie, sa belle-fille, le teint cireux et les yeux bouffis de larmes retenues. Ils se hâtèrent vers la porte de la gendarmerie. À 8 heures précises, le battant en bois grinça en s'ouvrant. Quelques gendarmes, qui commençaient à peine leur journée, furent surpris par leur arrivée prématurée. Sylvain prit la parole d'une voix rauque, annonçant que son fils, Adrien, n'était pas rentré depuis 2 jours. « Je me suis disputé avec lui », expliqua-t-il, le regard fuyant. C'était à propos de la gestion des parcs. Adrien voulait tout moderniser, installer ses nouvelles machines de tri, expérimenter avec des naissins venus d'ailleurs. Pour moi, c'était jeter l'argent par les fenêtres, renier le savoir-faire de nos ancêtres. Selon Sylvain, après cette querelle, Adrien aurait annoncé vouloir partir à Bordeaux pour prouver qu'il pouvait se débrouiller seul. Élodie, la tête baissée, triturait nerveusement le bord de sa robe. Sa voix tremblait lorsqu'elle ajouta son témoignage. Elle affirma avoir reçu un bref appel d'Adrien. Il lui aurait dit qu'il cherchait du travail en ville et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais depuis, son numéro était inaccessible. À l'évocation de ce souvenir, Élodie fondit en larmes. Ses épaules étaient secouées de sanglots, comme si un chagrin immense et authentique venait de briser ses dernières défenses. Le gendarme de service enregistra la plainte comme une simple disparition d'adulte ayant quitté le domicile familial. Rien n'indiquait un acte criminel. Il conseilla à la famille de patienter encore quelques jours. Cependant, lorsque le dossier fut transmis au niveau départemental, à Bordeaux, il atterrit sur le bureau d'un officier nommé commandant Laurent Bernard. Cet homme, qui avait plus de 20 ans de service, les cheveux grisonnants et le regard perçant, était surtout connu pour son intuition infaillible et sa méfiance instinctive envers les histoires trop bien ficelées. Le commandant Bernard relut le rapport plusieurs fois. 2 détails retinrent son attention. Premièrement, si Adrien était vraiment parti sur un coup de tête, fâché contre son père, pourquoi aurait-il pris la peine d'appeler sa femme pour la rassurer? Quelqu'un qui veut prouver son indépendance cherche généralement à maintenir le contact pour montrer sa réussite, pas à disparaître sans laisser de traces. Deuxièmement, il y avait ce délai de 2 jours avant que la disparition ne soit signalée. Si la famille était véritablement inquiète, pourquoi avoir attendu si longtemps? Son expérience lui avait appris que de tels retards signifiaient souvent que quelqu'un avait quelque chose à cacher, qu'on avait eu besoin de ce temps pour construire une version des faits. Dans l'après-midi, le commandant Bernard organisa une courte réunion avec son équipe. Il projeta sur un écran les relevés téléphoniques d'Adrien. L'opérateur avait confirmé qu'aucun appel n'avait été émis depuis le téléphone d'Adrien vers celui d'Élodie à l'heure indiquée. Tout était consigné, noir sur blanc. D'une voix calme mais tranchante, le commandant Bernard déclara: « Il y a un mensonge dans le rapport initial. » La pièce devint silencieuse. Les enquêteurs échangèrent des regards entendus. Le lendemain matin, il décida de se rendre lui-même sur le domaine des Dubois. Le parc ostréicole était immense, près de 5 hectares avec plus de 20 clercs d'affinage. La maison familiale, une grande bâtisse en pierre blanche, se dressait au centre du terrain, entourée de pins maritimes et de sentiers de terre battue. Lorsque les véhicules de la gendarmerie arrivèrent, plusieurs ouvriers étaient en train de répartir des sacs de naissins dans les bassins. Ils s'arrêtèrent, surpris de voir les voitures officielles se garer devant la demeure patronale. Le commandant Bernard entra dans la maison. Une étrange sensation l'envahit aussitôt. Ce n'était pas le désordre qui le dérangeait, mais au contraire, la propreté excessive. Le sol en tomates brillait, la table de la salle à manger était dressée avec une précision maniaque, et la chambre d'Adrien était si impeccable qu'on aurait dit qu'elle n'avait jamais été habitée. L'armoire était pleine de vêtements pliés au carré, les chaussures alignées sans une trace de boue. Même le cendrier sur la table de chevet contenait un mégot à moitié consumé, comme une mise en scène figée dans le temps. Il se tourna vers Élodie. « Avez-vous rangé cette chambre depuis le départ d'Adrien ?» Elle secoua la tête vivement, affirmant qu'elle n'osait pas y entrer, espérant encore le retour de son mari. La réponse pouvait paraître naturelle à une oreille non avertie, mais pour un enquêteur aguerri, elle sonnait faux, trop parfaite. Après avoir inspecté la maison, l'équipe se dirigea vers les parcs. Plusieurs ouvriers furent interrogés. Étrangement, ils donnèrent tous la même version. Adrien était parti tenter sa chance à la ville.
Rien d'anormal. La méfiance du commandant Bernard grandit. Il savait que les gens de la campagne, d'ordinaire, racontaient les faits avec leurs propres mots, leurs récits variant souvent sur les détails. Si toutes les versions étaient identiques, c'est qu'elles avaient été dictées. Parmi les ouvriers se trouvait un vieil homme nommé Jean-Pierre. Ses cheveux étaient blancs, sa peau tannée par le sel et le soleil. Il travaillait pour la famille Dubois depuis plus de 20 ans. Lorsqu'on l'interrogea à l'écart, Jean-Pierre baissa la tête un long moment. Puis, il murmura d'une voix faible. Ces dernières nuits, le bassin numéro 5 a un comportement étrange. Les huîtres meurent, elles remontent à la surface. L'eau dégage une odeur nauséabonde. Une fois, j'ai même vu Madame Élodie, debout, seule, au bord de ce bassin, en pleine nuit. Cette déclaration fit l'effet d'un électrochoc. Le commandant Bernard resta silencieux un instant. Son regard se porta vers le bassin numéro 5, dont la surface scintillait paisiblement sous le soleil de l'après-midi. Le vent soufflait doucement, créant de légères ondulations qui donnaient une impression de paix. Pourtant, son instinct lui hurlait que sous cette vase se cachait quelque chose d'inavouable. Il essuya son front avec un mouchoir, puis donna ses instructions. Le bassin numéro 5 devait être mis sous surveillance. Personne ne devait y accéder sans autorisation. L'alimentation en eau serait coupée. Une caméra serait installée, pointée directement sur le bassin. Cette nuit-là, la caméra enregistra une scène troublante. Élodie se tenait au bord de l'eau, fixant longuement sa surface sombre. Son visage n'exprimait plus la tristesse, mais une anxiété palpable. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle semblait savoir que le secret enfoui au fond de ce bassin était sur le point d'être révélé. Le commandant Bernard visionna l'enregistrement à plusieurs reprises, puis laissa échapper un long soupir. Le lendemain matin, une réunion d'urgence fut convoquée. Une décision difficile fut prise. Le bassin numéro 5 devait être entièrement vidé. L'opération était risquée. Elle coûterait cher, prendrait du temps, et si l'on ne trouvait rien, la gendarmerie pourrait être blâmée. Mais le commandant Bernard était convaincu que la vérité attendait là, sous des tonnes de vases. Il dit à son équipe, « Si nous n'agissons pas maintenant, les preuves, s'il y en a, seront absorbées par la vase pour toujours. » Tous finirent par acquiescer. Le 6 juin 2018, à 5 heures du matin, une énorme pompe fut mise en marche. Son vrombissement puissant déchira le silence de l'aube. L'eau commença à se retirer lentement, révélant une boue noire et épaisse. Toute l'équipe d'enquêteurs se tenait sur le bord, le cœur battant, dans une attente fébrile. Le temps semblait s'écouler au ralenti jusqu'à 15 heures. Soudain, un technicien hurla qu'il avait trouvé un objet suspect au fond du bassin. Tout le monde accourut. Une odeur fétide, presque insoutenable, monta de la vase. Lentement, une forme sombre, attachée à une grosse pierre, émergea de la boue. Les spectateurs eurent un haut-le-cœur, certains faillirent vomir. C'était le corps d'un homme. Le cadavre était ligoté, le visage méconnaissable, défiguré. Mais à la poche de son pantalon, on distinguait encore une alliance gravée des initiales A et E. Il n'y avait plus aucun doute. C'était Adrien, le fils unique de Sylvain Dubois, le mari d'Élodie. Sur le bord du bassin, le commandant Bernard se tenait raide. Son regard était fixé sur le corps qu'on venait d'extraire. Son cœur était lourd, mais sa conviction était confirmée. Il ne s'agissait pas d'une simple disparition. C'était un meurtre, et un meurtre de sang-froid. À partir de cet instant, l'enquête entrait dans une nouvelle phase, bien plus sombre. Ce matin-là, la nouvelle de la découverte du corps d'Adrien au fond du bassin numéro 5 se répandit comme une traînée de poudre dans le petit village ostréicole. Le vent marin, d'ordinaire porteur de promesses de pêche et de vie, semblait désormais charrier une odeur de mort jusqu'au moindre recoin du port. Les habitants se rassemblèrent en petits groupes le long des chemins qui bordaient le domaine des Dubois. Certains portaient la main à leur bouche, horrifiés, d'autres chuchotaient, les yeux écarquillés. Personne n'aurait pu imaginer que derrière la quiétude de ces parcs, source de la prospérité locale depuis des générations, se cachait un secret aussi macabre. Élodie poussa un hurlement déchirant lorsqu'on lui demanda de reconnaître les vêtements et l'alliance au doigt du cadavre. Elle s'effondra au sol, son corps secoué de convulsions. Sa voix stridente exprimait une douleur si intense que plusieurs femmes présentes ne purent retenir leurs larmes, remplies de pitié pour cette jeune veuve. Mais le commandant Bernard, lui, restait imperturbable. Son regard aiguisé observait chaque mouvement, chaque expression. Il savait que les larmes pouvaient être sincères, mais qu'elles pouvaient aussi être un masque. Pendant ce temps, Sylvain Dubois se tenait à l'écart, le visage de marbre. Il ne jeta qu'un bref coup d'œil au corps de son fils avant de déclarer d'une voix sèche,
oui, c'est Adrien. Pas un cri, pas une larme. Cette réaction, d'une froideur anormale, renforça la conviction de Bernard qu'il y avait là une dissimulation bien plus profonde qu'il ne l'imaginait. L'équipe de la police technique et scientifique se mit rapidement au travail. Ils bouclèrent la zone, prélevèrent des échantillons de vase, mesurèrent les empreintes autour du bassin. Sur le côté ouest, les traces d'une brouette étaient clairement visibles, partant du hangar et se dirigeant vers l'eau. À côté, on distinguait les empreintes de 2 personnes, une grande et une petite. Chaque détail fut méticuleusement consigné. Bernard contemplait ces marques sur le sol avec un sentiment d'oppression. Chaque trace était une bribe du récit laissé par les coupables, et ce récit commençait lentement à prendre forme. En fin d'après-midi, l'équipe retourna à la gendarmerie. La petite salle de réunion était maintenant couverte de plans du domaine, de photographies et des premiers rapports. Bernard prit la parole d'un ton grave et décidé. Adrien n'est pas mort noyé. Il a été frappé par derrière avec un objet contondant jusqu'à perdre connaissance. Ensuite, on l'a ligoté et on l'a jeté à l'eau. C'est un meurtre avec préméditation. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Il poursuivit, les traces de la brouette et les empreintes de pas indiquent 2 coupables. Ma première hypothèse est qu'il s'agit de membres de la famille. Eux seuls avaient un accès libre au hangar et au parc pendant la nuit. Les noms de Sylvain et d'Élodie emplirent la pièce sans que personne n'ose les prononcer. Cette nuit-là, Bernard s'assit seul sur le perron de la gendarmerie, contemplant le ciel étoilé d'Arcachon. Le chant des grillons et l'odeur saline de l'océan s'infiltraient par la fenêtre ouverte. Il repensa aux nombreuses affaires qu'il avait traitées au cours de sa carrière. Mais celle-ci lui pesait plus lourdement. Tuer un autre être humain était déjà monstrueux, mais tuer son propre fils, ou son propre mari, représentait la trahison la plus abyssale, la plus difficile à concevoir. Sur le domaine des Dubois, l'atmosphère avait radicalement changé. Les ouvriers, d'habitude blagueurs et enjoués, se parlaient maintenant à voix basse, craignant d'être entendus. Jean-Pierre, le vieil homme qui avait fourni le premier indice, restait silencieux dans son coin, le cœur battant à l'idée que son secret puisse être révélé. Élodie s'était enfermée dans sa chambre, refusant de manger et de parler à quiconque. La nuit, on entendait ses sanglots étouffés, mais nul ne pouvait dire s'ils étaient dus à la perte de son mari ou à la peur panique d'être démasqué. Sylvain, lui, restait impassible. Il ordonna aux ouvriers de continuer à travailler dans les autres bassins, comme si de rien n'était. Cependant, derrière ses yeux froids, on devinait une tempête intérieure. Il parlait toujours avec autorité, accueillait les visiteurs avec politesse, mais son aura avait changé. Un mur invisible et glacial s'était dressé entre lui et le reste du monde. Les jours suivants, la gendarmerie commença à convoquer les témoins. Les ouvriers furent interrogés à nouveau, cette fois séparément. Leurs réponses n'étaient plus uniformes. Un certain Marc avoua avoir vu Sylvain et Élodie discuter longuement près du poste de garde la nuit précédant la disparition d'Adrien. Luc, un autre, mentionna un bruit sourd, comme un objet lourd qui tombe, provenant du hangar vers minuit. Ces fragments d'informations renforçaient les soupçons. Bernard élabora une stratégie. Il savait qu'une accusation directe serait vaine. Il devait attendre le bon moment, fissurer leur alibi et les amener à se trahir mutuellement. Pour cela, il décida d'utiliser une approche psychologique. Élodie serait placée dans une salle d'interrogatoire à part, avec une gendarme pour la mettre en confiance. Sylvain, quant à lui, serait traité d'une manière qui mettrait sa patience à rude épreuve. Avant de lancer l'offensive, il retourna une dernière fois sur les lieux. Il se tint au bord du bassin numéro 5, désormais vide. Il ne restait que la boue séchée et les rubans de la gendarmerie. Le vent du soir soufflait, faisant frémir les pins. Bernard se pencha, touchant la boue craquelée du bout de sa chaussure. Il murmura pour lui-même, « Adrien, sois en paix. Nous allons faire éclater la vérité, qui que soit celui qui a eu le cœur de te supprimer. » Cette nuit-là, dans la grande maison des Dubois, Élodie ne dormait pas. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, éclairant son visage angoissé. Elle était assise au bord de son lit, le regard perdu dans le vide. Le souvenir de cette nuit funeste la hantait sans relâche. Dans la pièce voisine, Sylvain était assis, le visage dur, contemplant une bouteille d'Armagnac. Ces 2 personnes, qui avaient semblé former un front uni, commençaient à se méfier l'une de l'autre. Dehors, la caméra de la gendarmerie continuait de surveiller chaque mouvement. Bernard les laissait délibérément se sentir épiés. Il savait que la peur était la clé qui pouvait ouvrir la porte de tous les secrets. Et comme il avait prévu, le lendemain, Élodie commença à montrer des signes de faiblesse. Elle parlait plus bas,
Ses yeux étaient constamment rouges et gonflés. Son corps tremblait lorsqu'on lui demanda de se présenter à la gendarmerie. Bernard la regarda atentament. Il sentit que l'heure des aveux n'était plus qu'une question de temps. L'affaire, qui avait commencé comme une simple disparition, était devenue une tragédie qui secouait toute la région. Le bassin d'Arcachon n'était plus si tranquille. Chacun y allait de son commentaire. Comment un père pouvait-il être si cruel envers son propre fils? Comment une épouse pouvait-elle trahir le mari qui lui faisait confiance? Le commandant Bernard savait que ce n'était que le début. Il restait encore des couches de mensonges à peler, et la nuit suivante serait décisive pour savoir si le premier masque allait tomber. Après la découverte du corps d'Adrien, le commandant Bernard sentit le besoin de réexaminer chaque détail du rapport initial. Il voulait comprendre comment le récit avait pu basculer de la disparition volontaire au meurtre. Il retourna avec son équipe dans la grande maison au milieu des parcs. Cette fois, leur inspection serait plus minutieuse. La maison semblait silencieuse, presque morte. La peinture blanche, qui commençait à s'écailler, donnait à la bâtisse une allure fantomatique sous le ciel gris. De l'extérieur, elle ne différait pas des autres grandes propriétés ostréicoles de la région. Mais pour l'œil d'un enquêteur, chaque recoin était une preuve potentielle. En entrant dans le salon, cette impression étrange le saisit à nouveau. Le sol était si propre, la table à manger si bien dressée. Pas une assiette sale, pas un grain de poussière sur les meubles. Bernard se dirigea vers la chambre d'Adrien. La porte s'ouvrit sur une odeur de naphtaline. L'armoire était remplie de vêtements pliés à la perfection. Les chaussures étaient alignées, comme si elles sortaient du magasin. Sur le bureau, quelques cahiers sur l'ostréiculture moderne étaient empilés parallèlement. Bernard en prit un, le feuilleta, puis le reposa exactement à sa place. Il soupira. Un jeune homme qui part en claquant, la porte ne laisse pas une chambre dans un tel état. Quelqu'un avait dû la ranger après son départ. Sur la table de chevet, dans le cendrier, il remarqua le mégot à moitié consumé. Adrien était connu pour être un fumeur. Bernard fixa le mégot un long moment. Si Adrien était vraiment parti loin, pourquoi aurait-il laissé une cigarette à moitié fumée? Quelque chose clochait. Il interpella Élodie, qui se tenait sur le seuil, le visage blême et les yeux gonflés. Le commandant Bernard lui demanda doucement si elle avait rangé la chambre depuis le départ d'Adrien. Elle secoua la tête avec une hâte suspecte. Elle affirma ne pas avoir osé toucher aux affaires de son mari, espérant qu'à son retour, il retrouverait tout comme il l'avait laissé. Ces paroles auraient pu émouvoir certains de ces hommes, mais dans l'esprit de Bernard, elles sonnaient comme une réplique trop bien apprise. Une réponse aussi parfaite que la chambre elle-même. Dehors, les ouvriers furent de nouveau convoqués. Marc et Luc se présentèrent, le visage inquiet. Ils répétèrent leur ancienne version, Adrien avait quitté la maison de son propre chef. Mais cette fois, Bernard les fixa plus longuement, jusqu'à ce qu'ils baissent les yeux. La peur se lisait clairement dans leurs regards. Puis ce fut au tour de Jean-Pierre. Le vieil homme s'inclina respectueusement. Bernard l'invita à s'asseoir sous un pin, près de la clôture du domaine, loin des oreilles indiscrètes. Le bruit lointain des vagues se mêlait au chant des cigales. Bernard posa une question simple. « Avez-vous vu quelque chose d'étrange ces derniers jours ?» Jean-Pierre resta silencieux un long moment. Ses doigts tremblants serraient son vieux béret. Finalement, il dit à voix basse, « Depuis quelques nuits, l'eau du bassin numéro 5 a une drôle d'odeur. Les huîtres remontent à la surface, mortes. Et j'ai vu Madame Élodie, seule, au bord de ce bassin, tard dans la nuit. » Bernard regarda Jean-Pierre sans un mot. Il savait que le vieil homme était sincère. Il lui tapa sur l'épaule, le remercia, et lui recommanda de ne parler de cela à personne. Le soir tombait quand Bernard fit un dernier tour de la propriété. Il observa le hangar situé à l'ouest. Sa porte en bois était légèrement fissurée. À l'intérieur, des sacs d'aliments pour huîtres, des cordes en nylon et une petite brouette à roue métallique. La roue était couverte de vases séchés. Il s'accroupit, toucha la terre, puis nota quelque chose dans son carnet. Avant de partir, il resta un moment dans la cour, contemplant la grande maison avec une sensation de malaise. Elle paraissait imposante de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle étouffait un lourd secret. Chaque fenêtre était fermée, chaque porte verrouillée, comme pour refuser l'entrée à la lumière. Cette nuit-là, Bernard retourna à la gendarmerie et réunit toute son équipe. Sur la table de réunion, il étala les photos de la maison, de la chambre, du hangar, et les notes de ses observations. Il parla d'une voix calme mais ferme. Tout ceci est trop parfait. Personne ne quitte sa maison en colère en laissant une chambre aussi impeccable.
Aucune belle fille vraiment ignorante ne peut répondre avec un tel aplomb, comme si elle avait été entraînée. Et aucun père ne reste aussi calme devant le cadavre de son fils. Un silence glacial s'installa. Certains des jeunes gendarmes frissonnèrent. L'un d'eux murmura. « Alors, depuis le début, nous assistons à une pièce de théâtre ?» Bernard hocha la tête. « Exactement. Et maintenant, notre travail est de lever le rideau, acte par acte. » Le lendemain, le village était en pleine effervescence. Les curieux affluaient devant le domaine, simplement pour voir les rubans de la gendarmerie encore en place. Les rumeurs allaient bon train. Certains n'y croyaient pas. D'autres osaient dire qu'il y avait toujours eu une atmosphère étrange dans cette maison. Une poissonnière du marché lança même: « L'argent peut fermer beaucoup de bouches, mais il ne peut pas cacher l'odeur de la vase qui transporte un secret. » Élodie était de plus en plus acculée. Elle sortait rarement de sa chambre. Son corps s'était amaigri, son regard était vide. De son côté, Sylvain tentait toujours de paraître fort, donnant des instructions aux ouvriers pour qu'ils continuent à travailler comme si de rien n'était. Mais les gens commençaient à garder leur distance. Ils sentaient qu'une tempête approchait. Le commandant Bernard écrivit une dernière note dans son rapport ce soir-là: « Maison trop propre, chambre trop rangée, réponse trop parfaite. Plus c'est impeccable, plus il est clair que quelque chose est dissimulé. » Avec cela, la direction de l'enquête était fixée. Il ne s'agissait plus de chercher une personne disparue, mais de déterrer une vérité enfouie sous une propreté artificielle. Dans la petite salle de réunion de la gendarmerie, la lumière blafarde d'un néon tombait sur la longue table couverte de dossiers, de cartes du domaine et de photos fraîchement imprimées. Le commandant Bernard était assis au bout, ses lunettes posées devant lui, le visage grave. Plusieurs jeunes enquêteurs attendaient, certains anxieux, d'autres prenant des notes. Bernard ouvrit le premier rapport, daté du 3 juin 2018. Il lut lentement, pesant chaque phrase, puis referma le dossier avec un long soupir. Sa voix était lourde lorsqu'il commença à parler. Adrien a été vu pour la dernière fois le soir du 1er juin. La famille n'a signalé sa disparition que le matin du 3 juin. 2 jours d'écart. Pour un profane, cela peut sembler anodin, mais pour un enquêteur expérimenté, c'est un signal d'alarme. Il regarda ses hommes. S'ils étaient vraiment inquiets, pourquoi attendre si longtemps? La réponse qu'ils avaient donnée, qu'ils pensaient qu'Adrien était simplement parti sur un coup de tête, semblait logique, mais une logique élémentaire suggérait autre chose. Un père normal, dont le fils disparaît ne serait-ce qu'une journée, est déjà rongé par l'anxiété. Une épouse, incapable de joindre son mari, paniquerait. Mais ici, tous deux avaient retardé la déclaration. Un jeune enquêteur leva la main. Peut-être espérait-il qu'Adrien rentrerait de lui-même. Bernard se tourna vers lui et secoua lentement la tête. C'est la réponse qui semble la plus raisonnable. Mais c'est justement ça, elle est trop raisonnable. Il souligna que dans de nombreuses affaires similaires, le retard dans la déclaration visait en fait à donner le temps d'effacer les traces. Et c'est ce qui l'avait rendu méfiant dès le début. Il montra ensuite la photo de la chambre d'Adrien sur le tableau. Regardez l'ordre de cette chambre. Écoutez la réponse fluide d'Élodie, sans la moindre hésitation. Tout cela ressemble à un scénario. Puis, il tapa sur la photo du hangar, montrant la roue de la brouette couverte de vases. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un a transporté quelque chose de là jusqu'au bassin. La salle de réunion était silencieuse. Seul le grincement d'un vieux ventilateur se faisait entendre. Les hommes de Bernard réalisèrent que l'affaire n'était plus une simple suspicion, mais un meurtre planifié. Pendant ce temps, à Gujan-Mestras, les rumeurs s'intensifiaient. Au café du port, les pêcheurs discutaient. Certains disaient qu'Adrien était un fils différent, moins dur que son père. D'autres chuchotaient qu'on voyait souvent Élodie se promener seule la nuit. Les histoires se mélangeaient, mêlant vérité et préjugés. Mais une chose les unissait tous, leur étonnement face à ce délai de 2 jours. Cette nuit-là, Bernard rentra dans son petit logement de fonction. Il s'assit sur la terrasse, alluma une cigarette et contempla le ciel sombre et sans étoiles. Le vent apportait le chant des grillons et l'odeur saline de l'océan. Il se souvint du visage d'Adrien sur la photo de son mariage. Il paraissait jeune, presque fragile. Son cœur se serra. Il murmura pour lui-même: « Pourquoi as-tu dû mourir des mains de ceux qui étaient censés te protéger ?» Bernard écrivit à nouveau dans son carnet. Le délai de 2 jours était le temps nécessaire pour arranger une histoire, pas pour chercher quelqu'un. C'est le signe le plus évident qu'il y a eu une mise en scène. Il savait que la suite de l'enquête serait difficile. Affronter des étrangers était une chose, mais affronter une famille,
et de surcroît un notable puissant comme Sylvain Dubois, nécessitait de la patience et de la stratégie. Le lendemain, il réunit à nouveau son équipe. Il proposa de fouiller plus en profondeur les données téléphoniques. Pas seulement le numéro d'Adrien, mais aussi ceux d'Élodie et de Sylvain. Tous les appels entrants et sortants seraient croisés. De là, on verrait qui avait parlé à qui et à quelle heure. Un jeune enquêteur commenta: « Si Élodie a vraiment menti à propos de l'appel d'Adrien, cela signifie qu'elle cache quelque chose. » Bernard hocha la tête. Ce serait la première faille pour ébranler leur histoire. De son côté, Sylvain commençait à se sentir mal à l'aise. Il avait appris par ses ouvriers que la gendarmerie posait beaucoup de questions. Il essaya de les rassurer en disant que ce n'était que la procédure, mais son propre cœur commençait à s'agiter. Il passait de plus en plus de temps seul sur la terrasse de sa grande maison, fixant les parcs calmes, comme s'il cherchait une réponse au-delà de la vase maintenant vide. Élodie aussi avait changé. Elle parlait de moins en moins. On la voyait parfois assise, pensive, dans sa chambre, tenant l'alliance qui avait appartenu à Adrien. Ses larmes coulaient, mais étaient-elles des larmes de perte ou de culpabilité? Bernard comprit une chose: la vérité ne pouvait pas être forcée. Il devait être patient, laisser le temps et la pression psychologique agir comme une goutte d'eau qui finit par percer la pierre. Finalement, une fissure apparaîtrait, et cette fissure serait la porte d'entrée. Il conclut la réunion ce soir-là par une phrase: « N'oubliez pas, cette affaire a commencé avec un rapport déposé avec 2 jours de retard. C'est de là que tous les mensonges ont pris racine, et c'est de là que nous allons faire tomber leur mur. » Le 5 juin 2018, au matin, l'air dans les bureaux de la gendarmerie d'Arcachon semblait plus lourd que d'habitude. Sur le bureau du commandant Bernard, un nouveau dossier venait d'être déposé par un jeune enquêteur. C'était le rapport officiel de l'opérateur de télécommunications. Bernard ouvrit les pages une à une. Son regard balaya les tableaux listant les appels. Il s'arrêta sur une colonne qui aurait dû indiquer un appel d'Adrien à Élodie, la nuit où il était censé être encore en vie. La colonne était vide. Pas un seul appel. Bernard prit une profonde inspiration. Il ferma le dossier et s'adossa à son fauteuil. Son cœur battait, non pas de surprise, mais de certitude. Ce qu'il soupçonnait depuis le début était maintenant une évidence. Élodie avait menti. Cet appel n'avait jamais eu lieu. Il convoqua quelques-uns de ses hommes pour une réunion rapide. Sur le tableau blanc, il écrivit en grosses lettres: « Premier mensonge ». Il expliqua: « Quand quelqu'un ose mentir dès le début, cela signifie qu'il y a quelque chose de bien plus grave derrière. » Puis il donna ses instructions: préparer le premier interrogatoire d'Élodie. Pas de pression brutale. Une conversation douce. Laissez-la se sentir à l'aise, puis présentez-lui les faits, lentement. Cet après-midi-là, Élodie fut conduite dans une salle d'interrogatoire. La pièce était simple, avec une table en bois et 2 chaises face à face. Dans un coin, une petite caméra enregistrait. Bernard s'assit en face d'elle. Il ne posa pas de questions tout de suite, se contentant de lui offrir un verre d'eau. Élodie semblait nerveuse, ses mains tremblaient en saisissant le verre. Bernard commença d'une voix calme: « Élodie, je sais que vous êtes très triste. Perdre son mari n'est pas une chose facile. Je veux vous aider. Mais il y a une chose qui me trouble. C'est à propos de cet appel d'Adrien. » Il la regarda avec empathie, comme s'il voulait vraiment la comprendre. Élodie se figea. Ses yeux s'agitèrent. Elle baissa la tête, puis dit à voix basse: « Oui. Adrien a appelé, juste un instant. » Bernard ne la contredit pas immédiatement. Il hocha la tête, puis ouvrit le dossier, lui montrant le tableau des données d'appel. Voici le relevé officiel de l'opérateur. Il n'y a aucun appel provenant du numéro d'Adrien à l'heure que vous avez mentionné. Élodie releva la tête, le visage blême, les lèvres tremblantes. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Bernard poursuivit tranquillement: « Si vous mentez, c'est qu'il y a une raison. Je veux connaître cette raison. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Élodie. Elle se couvrit le visage de ses 2 mains. Elle sanglota longtemps avant de finalement dire: « J'avais seulement peur. J'avais peur que si je disais qu'Adrien n'avait donné aucune nouvelle, vous penseriez au pire. Je voulais juste qu'il y ait encore de l'espoir. » Bernard la regarda en silence. Il savait au fond de lui que ce n'était pas une simple peur. Il nota mentalement: le premier mensonge est percé, d'autres attendent. De son côté, Sylvain fut également convoqué pour un bref entretien. Il arriva d'un pas assuré, le visage sans expression. Quand on lui demanda pourquoi il avait attendu 2 jours pour signaler la disparition, il répondit sèchement: « Je pensais que mon fils était juste en colère. Qu'il finirait par rentrer. »
La réponse semblait plausible, mais le regard de Bernard capta une lueur étrange. Un père vraiment inquiet n'aurait pas pu attendre 2 jours. Cet après-midi-là, Bernard conclut la réunion de son équipe par une phrase courte: « Le mensonge a commencé dès le premier jour du rapport. » Élodie a prétendu avoir été appelée, alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie qu'ils ont construit une histoire ensemble. Nous devons attendre patiemment la prochaine fissure. Dehors, l'atmosphère du village devenait électrique. Les habitants osaient maintenant chuchoter plus fort. Certains disaient avoir vu Sylvain et Élodie assis ensemble d'une manière trop intime. D'autres racontaient la dispute entre Adrien et son père quelques jours avant sa disparition. Tous ces fragments alimentaient le feu de la suspicion. Cette nuit-là, dans la grande maison des Dubois, Élodie était allongée, mais ne dormait pas. Elle se souvenait du regard de Bernard, doux mais perçant. Un regard qui semblait sonder son âme. Elle sentait que la forteresse de mensonges qu'elle avait construite commençait à se fissurer. Pendant ce temps, Sylvain était assis sur la terrasse, allumant cigarette sur cigarette, fixant l'obscurité des parcs. Son visage était dur, mais une inquiétude commençait à le ronger de l'intérieur. Bernard, dans son logement de fonction, écrivit une nouvelle note: « Les données ne mentent pas. » Quand les mots contredisent les faits, la vérité commence à montrer son visage. Il savait que, nuit après nuit, la pression psychologique ferait flancher l'un d'eux. Et quand cela arriverait, toute la mise en scène s'effondrerait. Le lendemain, le commandant Bernard posa de nouveau le pied dans la grande maison de Sylvain Dubois. Cette fois, il était accompagné d'une équipe de la police scientifique pour examiner chaque recoin avec plus de précision. Le soleil matinal se reflétait sur les murs blancs de la maison, lui donnant un éclat trompeur. Pour Bernard, cet éclat était comme un voile dissimulant l'obscurité intérieure. Ils entrèrent dans la chambre d'Adrien. L'air y était froid, un mélange d'odeurs de naphtaline et de bois ancien. Le bruit des chaussures des enquêteurs résonnait sur le parquet ciré. Bernard se tint au milieu de la pièce, son regard balayant chaque détail. L'armoire, pleine de vêtements pliés, semblait avoir été rangée par une main méticuleuse. L'étagère à chaussures, avec ses paires parfaitement alignées, sans aucune manquante. Sur la petite table, un réveil continuait de faire tic-tac, comme s'il attendait le retour de son maître. Il se dirigea vers le lit. Le couvre-lit était tendu, sans un pli. Les oreillers étaient disposés symétriquement. Aucun signe d'une personne ayant quitté la pièce à la hâte. Il imagina un jeune homme en colère, décidant de partir. Il y aurait sûrement des vêtements jetés par terre, un tiroir ouvert, ou une paire de chaussures manquantes. Mais ici, tout était parfait. Trop parfait. Dans le cendrier sur la table de chevet, Bernard remarqua à nouveau le mégot à moitié consumé. La cendre était encore attachée, comme si on venait de l'éteindre. Il le fixa un long moment. Si Adrien était vraiment parti cette nuit-là, pourquoi aurait-il laissé une cigarette inachevée? Un fumeur n'écrasait-il pas sa cigarette jusqu'au bout? Il appela Élodie, qui se tenait sur le seuil. Sa voix était douce, mais son regard scrutateur. « Élodie, depuis le départ d'Adrien, êtes-vous entrée dans cette chambre pour ranger ?» Elle secoua vivement la tête. Sa voix était à peine audible. « Non, monsieur le commandant. Je n'ai pas osé. Je voulais que tout reste comme avant, pour son retour. » Bernard se contenta de hocher la tête. Il savait que cette réponse semblait belle, touchante même, pour un esprit non averti. Mais c'était précisément ce qui le rendait méfiant. Il nota mentalement: plus une réponse est lisse, plus il est probable qu'elle ait été fabriquée. L'équipe scientifique commença son travail. Ils photographièrent chaque angle, prélevèrent des échantillons de poussière, et notèrent la position de chaque objet. L'un des agents murmura: « On dirait une chambre d'exposition, pas une chambre habitée. » Bernard acquiesca lentament. C'était exactement l'impression qu'il avait. Après avoir quitté la chambre, ils se dirigèrent vers le salon. Une photo de famille était accrochée au mur. C'était la photo du mariage d'Adrien et Élodie. Leurs visages rayonnaient encore d'espoir. Bernard s'arrêta un instant pour la regarder. Il se demanda intérieurement: comment 2 personnes qui souriaient si joyeusement ce jour-là ont-elles pu être séparées par une mort aussi cruelle? En fin d'après-midi, Bernard retourna à la gendarmerie, l'esprit en ébullition. Il ouvrit son carnet et écrivit quelques phrases: « Chambre trop rangée. Mégot de cigarette, signe qu'il n'est jamais parti. Élodie nie, mais sa réponse est trop parfaite. Tout ceci est une mise en scène. » Cette nuit-là, il s'assit sur la terrasse de son logement, regardant les lumières des bateaux de pêche au loin. Il se souvint de son enfance dans un village côtier, où les gens vivaient simplement, honnêtement.
Quel contraste avec ce qu'il voyait maintenant dans cette maison opulente, qui cachait un mensonge. Dans la maison des Dubois, Élodie était assise seule sur son lit. Ses yeux fixaient l'alliance à son doigt. Elle éclata en sanglots, mais pour qui étaient ces larmes? Pour Adrien, qui n'était plus, ou pour elle-même, prise au piège d'un mensonge de plus en plus difficile à maintenir? Pendant ce temps, Sylvain était assis sur la terrasse, le visage dur, fixant l'obscurité des parcs. Une cigarette à la main, sa fumée s'élevait dans l'air nocturne. Il savait que la police se rapprochait, mais il croyait encore pouvoir tenir bon. Le commandant Bernard, lui, savait que la vérité ne pouvait pas rester cachée longtemps. Comme l'odeur de la vase qui finit toujours par remonter, le mensonge trouverait toujours une faille pour se révéler. Et cette chambre trop bien rangée était l'une des failles les plus évidentes. Ce jour-là, le soleil commençait à décliner lorsque le commandant Bernard décida de convoquer tous les ouvriers du parc, un par un. La grande maison de Sylvain Dubois, habituellement animée par le bruit des machines et les voix des travailleurs, était silencieuse. Les ouvriers attendaient nerveusement leur tour sous un pin. Le premier à entrer fut Marc. Un jeune homme, le visage couvert de sueur, ses mains calleuses serrant un béret usé. Bernard lui demanda doucement s'il avait remarqué quelque chose d'étrange depuis la disparition d'Adrien. Marc baissa les yeux, sa voix précipitée. « Non, monsieur le commandant. Adrien est parti de lui-même. Tout le monde le sait. » Quelques minutes plus tard, ce fut le tour de Luc. Un homme un peu plus âgé, le corps musclé par l'habitude de soulever des sacs d'huîtres. Sa réponse fut identique. Adrien s'est disputé avec son père, puis il est parti. Rien d'autre. Bernard les regarda tour à tour. Sa méfiance grandissait. Il savait que dans la réalité, les récits des gens de la campagne étaient rarement identiques. Il y avait toujours de petites variations, des détails différents, ou des ajouts personnels. Mais cette fois, tous les ouvriers interrogés semblaient lire le même script. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le signe qu'ils avaient été briefés. Alors que presque tous les ouvriers avaient été entendus, Bernard convoqua le dernier, un vieil homme nommé Jean-Pierre. Ses cheveux étaient blancs, sa peau tannée par le soleil. Il marchait lentement, d'un pas lourd. Dès qu'il s'assit, il baissa profondément la tête, comme s'il avait peur de parler. Bernard lui parla d'un ton calme et respectueux. « Jean-Pierre, je sais que vous travaillez ici depuis longtemps. Je sais aussi que vous êtes un homme honnête. Je ne veux pas vous causer de problème. Je veux juste savoir s'il y a quelque chose que vous avez vu ou senti ces derniers jours. » Jean-Pierre serra son béret si fort que ses jointures blanchirent. Il resta silencieux un long moment. Ses lèvres tremblaient, ses yeux fixaient le sol. Finalement, d'une voix rauque, il dit « Ces dernières nuits, j'ai vu que le bassin numéro 5 était bizarre, monsieur le commandant. » Les huîtres remontaient à la surface. L'eau sentait mauvais, comme si quelque chose pourrissait dedans. Bernard se pencha en avant, écoutant chaque mot. Jean-Pierre continua « J'ai aussi vu madame Élodie, debout au bord de ce bassin, en pleine nuit. Elle était seule, silencieuse, puis elle est repartie en courant. » L'atmosphère de la pièce devint pesante. Les hommes de Bernard échangèrent un regard. Ce témoignage était comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Bernard regarda Jean-Pierre avec une profonde gratitude. Il lui tapa sur l'épaule et murmura « Merci, Jean-Pierre. Ne dites cela à personne. Laissez-nous nous en occuper. » Après le départ de Jean-Pierre, Bernard s'assit, pensif. Il écrivit dans son carnet « Bassin numéro 5. Huîtres remontent, eau malodorante. Élodie vue sur place la nuit. » Tous les indices convergeaient vers un seul point. Cet après-midi-là, il se dirigea vers le bassin numéro 5. Sa surface semblait calme, reflétant la lumière du soleil couchant comme un miroir. Le vent marin soufflait doucement, créant de légères ondulations. Mais pour Bernard, cette tranquillité cachait quelque chose de sombre. Il resta longtemps au bord de l'eau, murmurant pour lui-même « C'est ici que le secret est enfoui. » Au village, la nouvelle que la gendarmerie s'intéressait particulièrement au bassin numéro 5 commença à se répandre. Les passants se tournaient, chuchotaient. Certains s'arrêtaient même juste pour regarder. Les enfants avaient interdiction de s'approcher. Pour les habitants, ce bassin n'était plus un lieu de travail, mais une tombe secrète. Le soir, Bernard réunit son équipe. Il exposa sérieusement le témoignage de Jean-Pierre. Tous convinrent que le bassin numéro 5 devait être étroitement surveillé. Des caméras furent installées, le périmètre fut bouclé, et l'alimentation en huîtres fut temporairement suspendue. Bernard dit « Nous allons attendre.
Le coupable deviendra sûrement nerveux lorsque l'endroit qu'il a utilisé commencera à attirer l'attention. Et effectivement, cette nuit-là, la caméra enregistra la silhouette d'Élodie, debout, longtemps, au bord du bassin. Son visage n'était plus triste, mais anxieux. Son regard était agité, ses mains tordaient le tissu de sa robe. Comme si elle savait que le secret qu'elle cachait était sur le point d'être révélé. Bernard visionna l'enregistrement à plusieurs reprises. Il ferma les yeux un instant, puis soupira longuement. Il savait que la prochaine étape devait être plus audacieuse. Le bassin numéro 5 ne pouvait pas rester ainsi. C'est là que la vérité se cachait, attendant d'être ramenée à la surface. Cet après-midi-là, le ciel d'Arcachon était d'un orange doré lorsque l'équipe d'enquêteurs installa un périmètre de sécurité autour du bassin numéro 5. Les villageois qui passaient s'arrêtaient, regardant avec curiosité. Quelques femmes chuchotaient, se demandant pourquoi ce bassin était fermé. Les enfants, interdits d'approcher, couraient au loin en jetant des regards craintifs. Au bord du bassin, le commandant Bernard supervisait. Il donna l'ordre d'installer des caméras de surveillance à 3 angles. Une face au bassin, une autre sur le petit chemin menant au hangar, et une dernière près de la clôture. Bernard savait que les caméras ne servaient pas seulement à observer le mouvement des huîtres, mais aussi à épier les gestes de ceux qui gardaient encore un secret. Une fois tout installé, il resta longtemps à contempler la surface de l'eau. Le bassin semblait calme, ses ondulations douces sous la brise marine. Mais derrière cette tranquillité, il sentait quelque chose d'anormal. L'odeur de la vase, mêlée à une senteur âcre, lui parvenait. Il murmura pour lui-même, la vérité se cache ici. Elle attend son heure pour refaire surface. La nuit tomba. Le village s'enfonça dans l'obscurité, éclairé seulement par les lampes des maisons de pêcheurs. Les pompes des parcs s'arrêtèrent. Le chant des grillons dominait. Dans le poste de gendarmerie temporaire, Bernard et 2 de ses hommes étaient assis, les yeux rivés sur le petit moniteur affichant les images des caméras. Il était 23 heures lorsqu'une ombre apparut à l'écran. Une silhouette s'approcha lentement du bassin numéro 5. C'était Élodie. Elle portait une simple robe longue, ses cheveux dénoués. Elle s'arrêta au bord du bassin, restant là un long moment. Son regard était fixé sur l'eau. L'écran montrait clairement son visage empreint d'anxiété. Ses mains tordaient le tissu de sa robe. Elle jetait des coups d'œil autour d'elle, comme si elle sentait qu'on l'observait. Bernard se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran. Il pouvait lire le langage corporel d'Élodie. Ce n'était pas le visage d'une personne en deuil. C'était le visage de quelqu'un qui gardait un lourd secret. Plus elle restait là, plus sa peur devenait évidente. Un jeune enquêteur murmura, peut-être qu'elle regrette simplement son mari. Bernard secoua lentement la tête. Quelqu'un qui se recueille apporte des fleurs ou prie. Élodie, non. Elle regarde l'eau avec angoisse, comme si elle craignait que quelque chose ne remonte de la vase. Après près de 20 minutes, Élodie fit demi-tour et retourna rapidement vers la maison. La caméra enregistra chacun de ses pas. Bernard s'adossa à sa chaise, se frottant le visage. Il savait que cette nuit prouvait que leurs soupçons étaient fondés. Le bassin numéro 5 cachait un secret, et Élodie savait exactement ce qui y était enfoui. Le lendemain matin, l'équipe d'enquêteurs se réunit à nouveau. Bernard projeta l'enregistrement. Tous regardèrent l'écran avec sérieux. Quand Élodie apparut au bord du bassin, la salle devint silencieuse. Bernard arrêta l'image sur une scène où Élodie fixait l'eau, les yeux remplis d'angoisse. Il dit à voix basse, « Regardez ses yeux. Ce n'est pas un regard de perte, c'est un regard de peur. » Tous hochèrent la tête. Un enquêteur commenta, « On dirait qu'elle attend que quelque chose sorte du bassin. » Bernard ajouta, « Ou elle sait que ce qui est dans le bassin ne peut plus rester caché. » Dans l'après-midi, il retourna sur les lieux. Il se tint au bord du bassin numéro 5, regardant la surface qui reflétait le ciel du soir. Le vent soufflait doucement, apportant l'odeur saline de la mer mêlée à celle de la vase. Bernard savait que leur temps était compté. Si quelque chose se trouvait vraiment au fond du bassin, plus on attendait, plus il serait difficile de le retrouver intact. Cette nuit-là, Bernard écrivit dans son carnet, « La caméra ne ment jamais. » Élodie, debout au bord du bassin, le visage anxieux. C'est le signe que le bassin numéro 5 est le centre de tout. Demain, nous devons prendre une décision. Dans la grande maison des Dubois, Élodie ne parvenait pas à dormir. Elle était assise sur son lit, les yeux gonflés, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait les caméras l'observer. Même si elle ne savait pas où elles étaient installées, chaque ombre à la fenêtre la faisait sursauter.
Elle commençait à réaliser que le mur de mensonges qu'elle avait construit avec son beau-père était sur le point de s'effondrer. Sylvain, dans le salon, regardait Élodie de loin. Il savait que sa belle-fille était sur le point de craquer. Son visage était dur, mais ses pensées étaient tumultueuses. Il réalisait que plus la police mettait la pression, plus il y avait de chances qu'Élodie parle. Il serra sa cigarette. Sa fumée s'élevait vers le plafond de la maison. Pendant ce temps, au poste de police, Bernard contemplait la carte du domaine, avec un cercle rouge sur le bassin numéro 5. Il murmura, « C'est là que la vérité est enterrée. Et demain, l'eau doit être retirée, la vase doit être ouverte, pour que tous ces mensonges soient révélés. » Le 6 juin 2018, à l'aube. Le village de Gujan-Mestras était encore enveloppé d'une fine brume. Les coqs commençaient à chanter. Le bruit des moteurs des bateaux de pêcheurs parvenait de loin. Mais sur le domaine de Sylvain Dubois, l'atmosphère était différente. Une énorme pompe avait été amenée la veille, à 5 heures précises, son rugissement déchira le silence. L'eau du bassin numéro 5 commença à être aspirée lentement. Au début, la surface semblait normale, avec de légères ondulations. Mais au fil des heures, le niveau de l'eau baissa, révélant une boue noire et épaisse. Une odeur âcre et fétide se répandit dans l'air, obligeant les quelques curieux qui regardaient de loin à se couvrir le nez. Le commandant Bernard se tenait avec son équipe au bord du bassin. Ses yeux ne quittaient pas la surface qui se retirait. Chaque minute semblait une éternité. Il savait que derrière cette vase se cachait la vérité qui l'attendait. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait calme. Il était 15 heures. Le niveau de l'eau n'était plus qu'à mi-hauteur. De grosses huîtres se débattaient, certaines mortes, d'autres essayant encore de nager dans l'eau restante. Les techniciens travaillaient d'arrache-pied pour que la pompe ne s'arrête pas. Le nombre de villageois amassés augmentait, malgré la présence des gendarmes qui les tenaient à distance. Soudain, à 15 heures, un technicien cria « Monsieur le commandant, il y a quelque chose dans le coin ouest du bassin. » Tous les regards se tournèrent. Bernard fit signe à l'équipe scientifique de descendre. Ils enfilèrent de longues bottes et s'avancèrent prudemment dans la boue. L'odeur devint insoutenable, mêlée à quelque chose de plus piquant, qui retournait l'estomac. De la boue émergea lentement une masse noire et volumineuse. De forme indistincte. Les agents creusèrent avec des pelles, et peu à peu, quelque chose d'attaché avec une corde apparut. L'odeur putride fit vomir un jeune enquêteur au bord du bassin. Quand l'eau fut complètement évacuée, tout le monde retint son souffle. C'était le corps d'un homme. Son corps était solidement attaché à une grosse pierre avec une corde en nylon. Sa chair était déjà en décomposition, son visage méconnaissable. Mais les vêtements qui lui collaient à la peau étaient encore visibles, une chemise verte avec des rayures blanches aux manches. Bernard ferma les yeux un instant, puis prit une profonde inspiration. Il donna des instructions brèves, remontez-le doucement, ne perdez aucune preuve. Les agents travaillèrent avec précaution, attachant le corps, puis le hissant sur une bâche. L'odeur de putréfaction se répandit, faisant crier de peur certains des villageois qui s'étaient approchés. Quand le corps fut enfin sur la terre ferme, le silence se fit. Personne n'osait parler. Seul le cri des mouettes tournait dans le ciel. Bernard se pencha. Ses yeux fixèrent longuement le corps. Son cœur était lourd, mais maintenant, tout était clair. Adrien n'était jamais parti. Il avait été assassiné. Puis son corps avait été jeté dans le bassin pour être oublié, englouti par la vase et le temps. On appela Élodie pour l'identification. Dès qu'elle vit les vêtements et l'alliance au doigt du cadavre, elle poussa un cri hystérique. Elle tomba à genoux, pleurant et hurlant. Quelques femmes du village ne purent retenir leurs larmes. Mais Bernard la regarda avec un visage de marbre. Ses pleurs ressemblaient plus à de la peur qu'à de la tristesse. Sylvain s'approcha lentement du corps. Il le regarda un instant, puis dit sèchement « Oui, c'est Adrien ». Pas de larmes, pas de cris, juste une phrase glaciale. Bernard observa attentivement sa réaction. Il se dit intérieurement qu'un vrai père ne pouvait pas être aussi calme en voyant son fils transformé en cadavre. L'équipe scientifique se mit immédiatement au travail. Ils photographièrent, prélevèrent des échantillons et notèrent chaque détail. L'examen préliminaire montra qu'Adrien n'était pas mort noyé. Il y avait une large blessure à l'arrière de sa tête, la marque d'un coup violent porté avec un objet contondant. Ce n'est qu'après avoir été assommé que son corps avait été ligoté et jeté dans le bassin. Bernard se redressa. Son regard se tourna vers la grande maison de Sylvain Dubois. Il savait que cette maison détenait la clé de toutes les réponses. Les nuits trop silencieuses, la chambre trop bien rangée,
les réponses trop lisses. Tout trouvait maintenant son explication. Cet après-midi-là, la nouvelle de la découverte du corps d'Adrien se répandit dans tout le village. Les gens se rassemblaient dans la rue, parlant à voix basse. Certains se couvraient la bouche, incrédules. Les enfants demandaient à leurs parents « Pourquoi y a-t-il un mort dans le bassin ?» Les parents ne pouvaient que secouer la tête, incapables d'expliquer la cruauté de l'homme lorsqu'il est dominé par la cupidité et la luxure. La nuit, Bernard était assis au poste de gendarmerie. Devant lui, la carte du domaine avec un grand cercle rouge sur le bassin numéro 5. Il écrivit dans son carnet « La vérité est sortie de la vase. Le corps d'Adrien est la preuve la plus solide que tout ce que nous soupçonnions est vrai. Il est maintenant temps de découvrir qui a mis ce corps au fond du bassin. » L'après-midi, après que le corps d'Adrien eut été retiré de la vase, la salle d'autopsie de l'hôpital d'Arcachon était emplie d'une forte odeur d'antiseptique. Les néons éclairaient vivement la table en acier inoxydable, témoin silencieux. Le commandant Bernard se tenait dans un coin avec 2 jeunes enquêteurs. Son visage était tendu, mais ses yeux restaient concentrés sur chaque geste de l'équipe médico-légale. Le médecin légiste, un homme d'âge mûr au visage sérieux, présenta les premiers résultats. D'une voix calme mais ferme, il expliqua que les poumons d'Adrien n'étaient pas remplis d'eau. Cela signifiait qu'il n'était pas mort noyé. En revanche, il y avait une large blessure à l'arrière de son crâne, la trace d'un coup violent porté avec un objet contondant. La blessure était suffisamment grave pour provoquer une perte de conscience instantanée. C'est après cela que son corps avait été ligoté avec une corde en nylon, lesté d'une pierre, puis jeté dans le bassin. Bernard ferma les yeux un instant. Son cœur se serra. Il imagina les derniers instants d'Adrien, un jeune homme qui s'était peut-être retourné, qui avait peut-être voulu parler, mais qui fut soudainement frappé par derrière, tombant sans pouvoir se défendre. Puis son corps, traité comme un objet sans valeur, jeté dans la boue sombre, abandonné à l'oubli. Il regarda le corps sur la table en acier. Il murmura intérieurement « Adrien, je te promets que ta vérité ne sombrera pas avec la vase. » Cette nuit-là, Bernard réunit son équipe à la gendarmerie. La réunion était silencieuse, tous écoutaient avec un visage grave. Sur le tableau blanc, Bernard écrivit 3 points majeurs, blessure à la tête. Pas de noyade. Ligoté avec une pierre. Il regarda ces hommes un par un, puis dit « Ce n'est pas un accident. C'est un meurtre prémédité. » Un jeune enquêteur leva la main. S'il a été frappé par derrière, cela signifie que la victime n'a pas pu se défendre. Bernard hocha la tête. Cela signifie que l'agresseur le connaissait, ou était une personne de confiance. Car Adrien n'était pas sur ses gardes. La discussion se prolongea tard dans la nuit. Toutes les preuves menaient à un membre de la famille. Eux seuls pouvaient approcher Adrien sans éveiller ses soupçons. Eux seuls avaient le temps de monter un scénario. Et eux seuls pouvaient contrôler les ouvriers pour qu'ils donnent une version uniforme. Pendant ce temps, dans la grande maison des Dubois, Élodie ne parvenait pas à dormir. Elle était assise sur son lit, le visage blême, les yeux vides. Elle se souvenait de la nuit où Adrien avait été appelé à l'extérieur. Son mari était sorti avec un petit sourire, croyant que l'invitation était sincère. Mais quelques minutes plus tard, tout avait basculé dans l'horreur. Ce souvenir la hantait, faisant trembler son corps. Sylvain était assis sur la terrasse, fixant le bassin maintenant gardé par la gendarmerie. La cigarette à la main était presque consumée, mais il ne la lâchait pas. Il savait que la police se rapprochait de la vérité, mais son cœur restait dur. Il se disait que s'il restait calme, personne ne pourrait rien prouver. Le lendemain, Bernard convoqua à nouveau quelques témoins. Il leur montra la photo de la blessure à la tête d'Adrien, puis demanda aux ouvriers « Avez-vous entendu un bruit fort cette nuit-là » La plupart secouèrent la tête, mais Luc semblait hésitant. Finalement, à voix basse, il avoua avoir entendu un bruit sourd, comme un objet lourd qui tombait, provenant du hangar vers minuit. Mais il n'avait pas osé s'approcher. Ce témoignage renforça les soupçons. Le hangar, la corde en nylon, la brouette et le bassin numéro 5 étaient tous liés en une seule histoire. Bernard sentit que les pièces du puzzle s'assemblaient. Cette nuit-là, il écrivit une nouvelle note dans son carnet « Adrien a été frappé, pas noyé. » Frapper signifie trahison. L'agresseur n'a pas osé l'affronter. Il a choisi d'attaquer par derrière. C'est la marque d'un crime né de la peur et de la haine. Au village, la nouvelle de la blessure à la tête d'Adrien se répandit rapidement. Les gens étaient choqués. Certains chuchotaient que l'agresseur devait être un proche. Une poissonnière dit à voix basse au marché « Mieux vaut perdre ses biens que perdre sa conscience ». Ces paroles firent hocher la tête à beaucoup de gens en silence.
Le commandant Bernard savait que le chemin vers la vérité était encore long. Mais avec ce rapport d'autopsie, il avait maintenant une base solide. Ce n'était plus une supposition, mais une preuve scientifique qu'Adrien avait été assassiné. Il ne restait plus qu'à trouver qui tenait l'arme du crime cette nuit-là. Le matin, après l'annonce des résultats de l'autopsie, le commandant Bernard décida de retourner sur les lieux. Il sentait qu'il ne suffisait pas de savoir qu'il y avait une blessure à la tête et un corps ligoté. Chaque centimètre de terre autour du bassin numéro 5 devait être examiné plus en détail. Le soleil venait de se lever lorsque l'équipe d'enquêteurs descendit au bord du bassin. La vase était encore humide, laissant apparaître d'étranges sillons. Bernard marchait lentement, ses yeux scrutant chaque trace. Il s'accroupit, touchant la terre du bout des doigts. Il y avait une longue trace, comme si quelque chose avait été traîné depuis le hangar jusqu'à l'eau. Il fit signe à un jeune enquêteur. Mesurer la largeur de cette trace. L'enquêteur appliqua un mètre ruban. La largeur correspondait à celle de la roue de la petite brouette qui se trouvait dans le hangar. Bernard hocha lentement la tête. Son esprit relia immédiatement les images qu'il avait en tête. Une brouette tirée dans l'obscurité, transportant une lourde charge vers le bassin. À quelques mètres de la trace, on voyait clairement deux types d'empreintes de pas. L'une, grande et profonde, laissait la marque d'une botte. L'autre, plus petite et plus légère, ressemblait à l'empreinte d'une sandale ou d'une chaussure de femme. Les empreintes se suivaient, se chevauchant parfois, indiquant que deux personnes avaient marché ensemble. Bernard resta longtemps à regarder ces empreintes. Son cœur était lourd, mais ses pensées devenaient de plus en plus claires. Deux personnes avaient collaboré cette nuit-là. L'une, forte, tirant la brouette. L'autre, plus petite, peut-être aidant, peut-être simplement accompagnant, mais elle était là. Il soupira longuement, puis dit à ses hommes, « Prenez des photos de tout, sous tous les angles. Ne manquez aucun détail. » Cet après-midi-là, au poste temporaire, les photos de la scène de crime furent affichées sur un grand tableau. Tous les enquêteurs se rassemblèrent, regardant avec un visage grave. Bernard montra la photo de la trace de la brouette. Elle va du hangar au bassin. Puis il montra la photo des empreintes de pas. Deux personnes. Une grande, une petite. La pièce était silencieuse. Tout le monde savait de qui il parlait. La grande, c'était Sylvain. La petite, c'était Élodie. Leurs noms n'étaient pas prononcés, mais ils flottaient dans l'air. Bernard regarda ses hommes. Sa voix était basse mais ferme. Cela signifie que ce que nous soupçonnions est vrai. Ils n'ont pas seulement couvert le crime, ils y ont participé directement. Pendant ce temps, dans la grande maison, Élodie était assise dans sa chambre, les yeux vides fixant le mur. Elle se sentait prise au piège. Chaque fois qu'elle entendait le bruit d'une moto de gendarme, son cœur battait la chamade. Elle savait que la police avait trouvé quelque chose. L'image de la nuit, où elle se tenait au bord du bassin avec son beau-père la hantait. Sylvain essayait de rester calme. Il continuait de diriger les ouvriers, de donner des ordres. Mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. Les villageois commençaient à garder leur distance. Plus de sourires amicaux, seulement des regards méfiants de loin. Cet après-midi-là, Bernard était assis seul sur la terrasse du poste de police. La brise du soir apportait l'odeur de la vase et de la mer. Il regardait le ciel qui virait lentement à l'orange. Il murmura pour lui-même, « Adrien, maintenant nous savons qui a mis ton corps au fond du bassin. » Il ne restait plus qu'à attendre qu'ils avouent. Le soir, il écrivit dans son carnet, « Traces de brouette. Empreinte de deux personnes. » La preuve la plus claire que ce meurtre n'a pas été commis par une seule personne. Il y a eu collaboration, planification, et une trahison commise par les plus proches. Au village, la nouvelle des empreintes de pas commença à se répandre. Les habitants chuchotaient que la police avait trouvé des preuves solides. Certains étaient choqués, d'autres hochaient la tête, comme s'ils s'y attendaient depuis longtemps. Un vieil homme dit à voix basse au café, « Un grand arbre peut tomber non pas à cause de la tempête, mais à cause des termites qui le rongent de l'intérieur. » Ces paroles firent réfléchir tout le monde en silence. Le commandant Bernard savait que les preuves matérielles ne pouvaient pas parler, mais les traces et les empreintes de pas racontaient une histoire plus honnête que la bouche des hommes. Il était maintenant temps de passer à l'étape suivante, briser le mur de silence entre Sylvain et Élodie. Ce jour-là, le corps d'Adrien, nettoyé de la vase, reposait dans la salle d'identification de l'hôpital. La lumière blanche des néons rendait l'atmosphère encore plus froide. Le commandant Bernard se tenait à côté de la table en acier, attendant l'arrivée de la famille pour l'identification officielle. Élodie entra la première. Dès que le drap blanc fut retiré,
révélant le visage atrocement abîmé d'Adrien, elle poussa un cri perçant. Son corps se mit à trembler, ses genoux fléchirent et elle s'effondra sur le sol. Elle se couvrit le visage de ses deux mains, pleurant et hurlant. Sa voix stridente emplit la pièce. Des infirmières se précipitèrent pour l'aider, la conduisant sur une chaise. Ses pleurs ne s'arrêtaient pas, se transformant en cris hystériques. Les personnes présentes dans la pièce eurent pitié d'elle. Mais Bernard, lui, restait debout, imperturbable. Ses yeux observaient chaque détail. Les pleurs d'Élodie sonnaient plus comme de la peur que du chagrin. Il voyait comment ses épaules tremblaient, non seulement de tristesse, mais aussi d'angoisse. Ce qu'elle cachait commençait à être révélé. Quelques minutes plus tard, Sylvain entra. Le vieil homme marchait lentement. Il tenait encore une cigarette qu'il avait éteinte à la porte. Il se tint à côté de la table, se pencha un instant pour regarder le corps de son fils. Puis, d'une voix plate, il dit « Oui, c'est Adrien. » C'est tout. Pas de larmes, pas de cris. Bernard l'observa attentivement. Un père normal, voyant son fils transformé en cadavre, et dans un état aussi pitoyable, se serait effondré, aurait tremblé, pleuré ou crié de rage. Mais Sylvain, non. Son visage restait rigide, ses yeux froids, comme s'il ne ressentait rien. Une fois l'identification terminée, on fit sortir Élodie, toujours en larmes. Sylvain sortit calmement, hochant simplement la tête aux agents, sans un mot de plus. Le contraste entre les deux était saisissant. Cette nuit-là, Bernard était assis dans son bureau, écrivant une nouvelle note. Élodie, hystérique. Sylvain, trop calme. L'un montre la peur, l'autre un contrôle total. Aucune des deux réactions n'est normale. Il y a un secret qu'ils partagent, mais ils y font face différemment. Au village, la nouvelle de leurs réactions opposées se répandit rapidement. Les gens qui avaient eu pitié d'Élodie commencèrent à se demander si ses larmes étaient sincères ou si ce n'était qu'une comédie. Quant à l'attitude froide de Sylvain, elle conforta les habitants dans l'idée qu'il cachait quelque chose. Le lendemain matin, Bernard convoqua quelques enquêteurs expérimentés. Il leur projeta l'enregistrement de la nuit précédente, montrant Élodie debout au bord du bassin. Puis il leur montra la photo des empreintes de pas. Enfin, il leur rappela la réaction de Sylvain à la morgue. D'une voix calme, il dit « Nous ne sommes pas seulement face à un meurtre. Nous sommes face à deux personnes qui jouent un rôle. » Un jeune enquêteur demanda « Est-il possible qu'Élodie soit juste une victime, prise au piège du jeu de Sylvain ?» Bernard secoua la tête. Si elle n'était qu'une victime, elle n'aurait pas eu besoin de mentir sur l'appel. Elle n'aurait pas eu besoin de se tenir la nuit au bord du bassin. Ses pleurs montrent sa peur que le secret soit révélé, pas la perte de son mari. Pendant ce temps, dans la grande maison des Dubois, Élodie était allongée, faible. Ses yeux étaient gonflés, son corps tremblait. Chaque fois qu'elle se souvenait du corps d'Adrien, ses larmes recommençaient à couler. Mais entre les sanglots, ses pensées étaient envahies par l'anxiété. La police se rapprochait, et elle savait que tôt ou tard, tout serait révélé. Sylvain tentait toujours de garder son sang-froid. Il était assis sur la terrasse, regardant le bassin maintenant vide. Son visage était impassible, mais son esprit était en ébullition. Il réalisait que la police n'arrêterait pas. Il savait qu'un faux pas de sa part ou de celle d'Élodie pouvait tout faire basculer. Bernard élabora une nouvelle stratégie. Il décida qu'il était temps de les séparer. La pression psychologique serait plus forte s'ils ne pouvaient plus se soutenir mutuellement. Il savait que dans de nombreux cas, lorsque deux personnes partagent un secret, c'est généralement la plus faible qui craque la première. Cette nuit-là, il écrivit dans son carnet « Les larmes peuvent tromper, le calme peut tromper. Mais si les deux font partie d'une comédie, tôt ou tard, le masque tombera. Et notre travail est de nous assurer que cela arrive. » Le commandant Bernard était assis dans la salle de réunion, regardant le grand tableau couvert de photos et de notes. Les pièces du puzzle commençaient à former une image cohérente. Il ferma les yeux un instant et se remémora la nuit du début du mois de juin. La nuit où Adrien avait perdu la vie. Il n'y avait que le chant des grillons et le murmure du vent marin sur le domaine des Dubois. Le ciel était sombre, un mince croissant de lune était suspendu au-dessus de la grande maison. Adrien était assis dans sa chambre, regardant un carnet sur l'ostréiculture. Son esprit était encore agité par la violente dispute avec son père. Il voulait prouver que de nouvelles méthodes pouvaient améliorer le domaine, mais son père refusait. Soudain, son téléphone portable sonna. La voix d'Élodie, à l'autre bout du fil, était douce mais hésitante. Elle lui dit qu'elle voulait le voir au poste de garde, près du hangar. Pour parler, pour s'excuser.
Adrien hésita un instant. Même si son cœur était encore lourd, il céda. Il connaissait sa femme comme une personne qui parlait rarement fort. Si elle l'appelait si tard, c'est que c'était important. Adrien sortit de sa chambre. Il traversa le salon, descendit l'escalier en bois. Élodie l'attendait dehors. Ses yeux semblaient humides, son visage sombre. D'une voix basse, elle dit « Mon chéri, parlons un peu. Je ne veux pas que nous restions fâchés. » Adrien soupira, puis hocha la tête. Il suivit Élodie vers le poste de garde, au bord du bassin. La nuit était silencieuse, on entendait seulement le coassement des grenouilles dans les marais derrière. Derrière un buisson, Sylvain se tenait immobile. Il tenait un long bâton de bois, ses yeux étaient perçants, sa respiration lourde. Il attendait, se retenant pour rester calme. Ce n'était pas une décision impulsive. Il l'avait planifiée. La dispute avec Adrien quelques jours plus tôt n'avait fait qu'attiser le feu dans son cœur. Adrien s'assit sur le banc en bois du poste de garde. Élodie s'assit en face de lui, la tête baissée. Ses larmes coulaient. Elle dit doucement, « Mon amour, j'ai peur de te perdre. Je veux que tout aille bien entre nous. » Adrien se tourna, son cœur s'adoucit. Il leva la main pour toucher l'épaule de sa femme. C'est à ce moment-là que, par derrière, le bâton de bois frappa violemment l'arrière de sa tête. Le bruit sourd du bois heurtant l'os fut bref. Adrien chancela, ses yeux s'écarquillèrent, puis il s'effondra sur le sol. Sans avoir eu le temps de pousser un cri. Élodie se couvrit la bouche, sanglotante. Son corps tremblait. Sylvain sortit de l'obscurité, le visage froid. Il ordonna, « Vite, ne pleure pas. » Ils traînèrent le corps d'Adrien jusqu'au hangar. Une grosse corde en nylon était déjà prête. Les mains et les pieds d'Adrien furent solidement attachés. Puis son corps fut placé sur la petite brouette. La brouette fut tirée lentement, le long du chemin de terre menant au bassin numéro 5. La roue grinçait, laissant une longue trace sur le sol humide. Élodie marchait à côté, le corps tremblant. Elle jetait des regards vers la maison, comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Arrivés au bord du bassin, ils s'arrêtèrent. Une grosse pierre, habituellement utilisée comme lest pour les filets, était prête. La pierre fut attachée au corps d'Adrien. La corde fut enroulée plusieurs fois. La nuit était de plus en plus silencieuse. Seul le vent soufflait. Sylvain regarda un instant le corps de son fils. Son visage était dur, ses yeux vides. Puis, avec Élodie, il poussa le corps au bord de l'eau. L'eau ondula. Le corps d'Adrien tomba dans le bassin avec un bruit sourd, puis sombra au fond de la vase. Le silence revint. Pas de prière, pas de larmes, seulement l'eau du bassin qui se balançait doucement, engloutissant le secret dans ses profondeurs. Sylvain resta longtemps debout. Une cigarette allumée à la main. La fumée s'élevait dans l'air nocturne. Il savait qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus la même, mais la haine et la cupidité avaient étouffé tout sentiment. Élodie se tenait derrière lui, le visage blême, les larmes coulant, mais les lèvres serrées. Le commandant Bernard ouvrit les yeux. La reconstitution dans sa tête semblait réelle. Comme s'il avait été lui-même au poste de garde cette nuit-là. Il savait que la vérité ne pouvait être prouvée que par des preuves et des aveux. Mais cette vision suffisait pour qu'il comprenne comment tout s'était passé. Cette nuit-là, il écrivit une nouvelle note, « Adrien n'est pas mort noyé. Il est mort d'un coup par derrière. L'agresseur n'est pas un étranger. Seul un proche pouvait le faire sortir la nuit. Et seul son propre père était capable de mettre une pierre sur son corps sans pitié. » Bernard ferma son carnet. Il regarda le ciel nocturne d'Arcachon. Dans son cœur, il se promit de ne pas s'arrêter tant que la vérité ne sortirait pas de la bouche des coupables. Le 7 juin 2018, la salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Sido-Arjo était remplie de tension. 2 salles avaient été préparées. L'une pour Élodie, accompagnée d'une enquêtrice. L'autre pour Sylvain, avec 2 enquêteurs expérimentés. Le commandant Bernard dirigeait les 2 interrogatoires depuis derrière une vitre sans tain, observant chaque mouvement. Élodie était assise sur une chaise en bois, le corps légèrement voûté. Son visage était pâle, ses yeux gonflés par le manque de sommeil. Ses petites mains tordaient un mouchoir en papier jusqu'à le réduire en miettes. L'enquêtrice en face d'elle parlait doucement, comme une grande sœur réconfortant sa cadette. « Élodie, nous savons que vous êtes triste. Mais toutes les preuves mènent ici. Si vous êtes simplement prise au piège, c'est le moment de parler. » Élodie baissa la tête, sans répondre. Ses yeux fixaient la table, ses lèvres tremblaient.
Le commandant Bernard entra lentement et s'assit en face d'elle. Il dit à voix basse, « Je crois que vous avez aimé Adrien un jour. Mais si vous continuez à vous taire, vous sombrerez avec les erreurs des autres. » Il ouvrit un dossier, en sortit la photo des petites empreintes de pas au bord du bassin, et la posa sur la table. « Regardez ça. L'empreinte correspond à vos sandales. » Élodie leva la tête, ses yeux s'agrandirent. Bernard continua, « Alors comment pouvez-vous dire que vous ne vous êtes jamais approché du bassin ?» Les larmes coulèrent sur les joues d'Élodie. Elle murmura, « Je n'y suis allée qu'une seule fois. » Bernard secoua lentement la tête. Il sortit une autre photo, une capture d'écran de la caméra de nuit, montrant Élodie debout longtemps au bord du bassin. Il dit, « Quelqu'un qui ne sait rien ne reste pas aussi longtemps à un endroit qu'il devrait craindre. » Élodie se mit à trembler. Ses lèvres grimacèrent. Puis elle dit à voix basse, « Si je parle, la peine sera-t-elle plus légère ?» Bernard la regarda, puis répondit, « Si vous avez été forcé, si vous êtes honnête, la justice peut encore regarder avec le cœur. Mais vous devez tout raconter depuis le début. » Dans l'autre salle, Sylvain était assis, le corps droit. Il s'adossa, le visage calme, les yeux perçants. On l'interrogea sur la blessure à la tête. Il répondit sèchement, « Je ne sais pas. » On l'interrogea sur la brouette et la corde en nylon. Il dit, « Ce ne sont que des outils de travail. » Mais quand l'enquêteur dit, Élodie a commencé à parler. Elle a dit que tout était votre idée. Que vous l'avez forcé à participer. Le visage de Sylvain changea. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains se crispèrent sur la table. Il cria, « Mensonge. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui m'a poussé. » L'atmosphère de la pièce vibra sous sa voix. Les enquêteurs échangèrent un regard. Le commandant Bernard, qui observait depuis derrière la vitre, hocha lentement la tête. C'était ce qu'il attendait. L'explosion d'émotion était la première fissure dans le mur de silence que Sylvain avait construit. Il entra dans la pièce, marcha lentement, puis se tint devant Sylvain. D'une voix basse, il demanda, « Alors vous reconnaissez que vous avez frappé Adrien cette nuit-là » Sylvain se tut un instant. Son visage devint rouge, de la sueur apparut sur ses tempes. Puis il dit à voix basse, il n'était pas digne de diriger ce domaine. Il ne connaissait que la théorie, pas le travail. Je ne pouvais pas laisser tout ce que j'ai construit être détruit par lui. C'était la phrase qui mit fin à tous les mensonges. Bernard le savait. Les aveux ne sont pas toujours des mots directs. Parfois, la colère ouvre la voie à la vérité. Cette nuit-là, il écrivit une nouvelle note, Élodie a flanché. Sylvain a explosé. Les deux masques commencent à se fissurer. L'un pleure de peur, l'autre est en colère par orgueil. Mais tous deux sont coupables. Au village, la nouvelle de l'interrogatoire se répandit rapidement. Les gens se rassemblaient au café, discutant du fait qu'Élodie allait peut-être avouer, que Sylvain commençait à perdre son sang-froid. Un vieux pêcheur dit à voix basse, « Un secret ne peut pas être noyé éternellement, comme un poisson mort. Tôt ou tard, il remonte à la surface. » Bernard savait que ce n'était plus qu'une question de temps avant que les deux coupables n'avouent complètement. Cette nuit-là, l'interrogatoire se poursuivit jusqu'au petit matin. Élodie finit par céder. D'une voix rauque, elle raconta, « Tout a commencé en avril, quand Adrien est parti 3 jours en ville. Cette nuit-là, Monsieur Sylvain a frappé à la porte de ma chambre avec un verre d'Armagnac et des mots doux. Au début, j'ai refusé, mais ensuite, je me suis laissé prendre. Une relation clandestine s'était nouée, mêlant peur et ambition. C'est de là qu'était né le plan pour éliminer Adrien. » Les larmes d'Élodie éclatèrent. Elle se couvrit le visage, son corps secoué de sanglots. « J'ai eu tort, monsieur le commandant. Je n'ai pas eu la force de sortir de ce piège. Mais j'avais aussi peur de tout perdre. » Elle continua à parler, racontant comment, cette nuit-là, elle avait appelé Adrien pour le faire sortir sous prétexte de vouloir s'excuser. Puis comment Sylvain l'avait frappé par derrière. Et comment ils avaient traîné le corps jusqu'au hangar, l'avaient ligoté, puis jeté dans le bassin numéro 5. Dans l'autre salle, Sylvain, en apprenant que Élodie avait avoué, eut un rire amer. Il dit d'une voix forte, « C'est elle qui m'a séduit. C'est elle qui a dit que si Adrien disparaissait, le domaine serait à nous. » Il s'arrêta un instant, le visage fatigué, puis continua à voix basse, « Oui, c'est moi qui l'ai frappé. Je suis son père, mais je ne pouvais pas supporter de voir un fils si faible hériter de tout ce que j'ai bâti. » Le commandant Bernard se tenait silencieux entre les deux salles. Il ne se réjouissait pas de son succès, ni ne se sentait soulagé. Son cœur était lourd. Une famille s'était effondrée, non pas à cause de la pauvreté ou d'un malheur,
mais à cause de la cupidité et d'une luxure incontrôlée. Quelques jours plus tard, la nouvelle officielle fut annoncée. Élodie et Sylvain furent inculpés pour assassinat. Le village de Gujan-Mestras était sous le choc. Les gens affluèrent au tribunal lors de la première audience, en septembre 2018. La salle d'audience était comble. Le juge lut l'acte d'accusation d'une voix sévère. Sylvain était désigné comme le cerveau et l'auteur principal. Élodie comme sa complice, qui l'avait aidé du début à la fin. Le procureur souligna qu'il ne s'agissait pas d'un acte spontané, mais d'un plan mûrement réfléchi. Élodie était assise sur le banc des accusés, la tête baissée. Elle pleurait, se couvrant parfois le visage. À la famille d'Adrien, elle demanda pardon d'une voix faible. Son avocat plaida qu'elle avait été prise au piège, sous pression, voire manipulée par son beau-père. Mais le procureur réfuta fermement. Si elle avait vraiment été forcée, pourquoi aurait-elle menti sur l'appel? Pourquoi se serait-elle tenue au bord du bassin la nuit? Pourquoi aurait-elle aidé à traîner le corps de son propre mari? Sylvain était différent. Il était assis droit, le visage froid, sans larmes ni excuses. Quand le juge lui demanda s'il regrettait, il répondit simplement « Je regrette seulement de m'être trompé sur Adrien. Je pensais qu'il allait détruire le domaine. En réalité, c'est moi qui ai détruit ma famille. » Les villageois entendirent cette phrase avec un mélange de colère et de tristesse. Une femme murmura à sa voisine « Si un père peut tuer son fils, si une femme peut trahir son mari, ce monde est devenu bien sombre. » Le procès dura plusieurs semaines. Finalement, le verdict fut rendu. Sylvain Dubois fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Élodie écopa d'une peine de 30 ans de prison, avec une légère réduction pour avoir avoué et ne pas être considéré comme l'auteur principal. Quand la sentence fut prononcée, la salle d'audience devint silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de cris, seulement des larmes et un sentiment d'amertume. Après le procès, Bernard sortit du tribunal. L'air du soir d'Arcachon semblait lourd. Il tenait son petit carnet qui avait fidèlement recueilli chaque détail de l'enquête. Il ouvrit la dernière page et écrivit « La vérité a finalement éclaté, non pas grâce à leurs paroles, mais grâce aux preuves qui ne pouvaient être cachées. L'eau, la vase, et même les huîtres du bassin sont devenus les témoins silencieux qui ont montré le chemin vers la justice. Le bassin numéro 5 est maintenant vide. Le périmètre de sécurité a été levé, mais personne n'ose plus y élever des huîtres. Les gens l'appellent le « bassin maudit ». Chaque fois qu'il passe devant, il murmure « C'est là qu'on a trouvé le corps d'Adrien. C'est là que la cupidité d'un père et le mensonge d'une femme ont noyé l'amour et le sang d'une famille. » La grande maison de Sylvain Dubois fut lentement abandonnée. Sa peinture blanche commença à s'écailler. Les mauvaises herbes envahirent la cour. Plus d'ouvriers, plus de bruit de pompe, seulement le silence. Pour le commandant Bernard, cette affaire laissa une cicatrice intérieure. Il s'asseyait souvent seul sur la terrasse de son logement, regardant la mer au loin. Il méditait sur la fragilité de l'homme face à ses désirs. La richesse et le pouvoir peuvent faire oublier à un père son amour, peuvent faire trahir une femme son mari. Mais de cette affaire, il y avait aussi une leçon. Les habitants du village disaient souvent, aussi bien qu'un mensonge soit enterré, il finit toujours par sentir. Comme un poisson mort jeté à la mer, il finit toujours par remonter à la surface. Il en va de même pour la vérité, elle finit toujours par émerger, même du fond de la vase la plus profonde. Cette nuit-là, Bernard ferma son carnet. Il regarda le ciel, puis murmura « Adrien, sois en paix. La justice a été rendue. Ta vérité n'est plus noyée. » Cette histoire se termine avec amertume. Un fils qui aurait dû être protégé a été tué par son propre père. Une femme qui aurait dû être fidèle a trahi. Mais la vérité a éclaté. Grâce à la patience, au travail acharné et à l'honnêteté,